Bonjour à tous, bienvenue dans ce symposium, merci d'être là. En attendant les derniers arrivants, je vais me présenter brièvement. Je suis Mathilde Clier, directrice scientifique du laboratoire Nutrixéal. Je suis ingénieure chimiste et ingénieure agronome de formation et docteur en biologie cellulaire. Et j'ai rejoint le laboratoire Nutrixéal il y a maintenant bientôt 10 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de polyphénols. C'est composé bien connu pour leur effet antioxydant, mais ce n'est pas celui-ci qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, mais plutôt leur rôle de prébiotique et leur interaction avec le microbiote intestinal. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter brièvement le laboratoire Nutrixéal. Le laboratoire existe depuis 17 ans. Nous sommes situés à côté de Grenoble, donc pas très très loin d'ici. Et ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes fabricants de nos compléments alimentaires, de notre propre marque de compléments alimentaires. C'est notre expertise. Nous avons notamment une expertise en optimisation galénique, où nous avons développé des technologies exclusives de micronisation, d'encapsulation liposomale, pour garantir la stabilité et la biodisponibilité de tous les principes actifs. Donc nous appliquons ces technologies au cas par cas. Nous avons en interne un laboratoire d'analyse de pointe qui nous permet d'aller très loin dans la caractérisation de nos principes actifs, notamment d'origine végétale. Et nous avons une vaste gamme technique et spécialisée de compléments alimentaires qui couvrent tous les axes santé avec plus de 300 formules, à la fois des complexes synergiques et des unitaires. Et tous ces compléments alimentaires sont développés dans une optique de concentration, de pureté et d'efficacité. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par rappeler la définition de ce que c'est qu'un prébiotique. Aujourd'hui, la définition qui fait consensus est celle de l'ISAP. Elle dit qu'un prébiotique est un substrat utilisé sélectivement par les micro-organismes de l'hôte et qui confère un bénéfice pour la santé. Donc on voit ici qu'il y a 3 notions importantes qui sont soulignées. La notion de substrat, la notion de sélectivité et la notion de bénéfice pour l'hôte. Alors pendant longtemps, quand on pensait prébiotique, on pensait fibres, gosses, fosses, etc. Mais ces dernières années, les études qui sortent dans la littérature montrent qu'il y a d'autres composés qui en réalité peuvent répondre à cette définition, et notamment les polyphénols. Alors les polyphénols, c'est une grande famille qui est divisée en de nombreuses sous-familles, sous-classes, avec d'un côté les flavonoïdes, de l'autre les non-flavonoïdes. Ces composés sont synthétisés par les plantes pour se défendre contre les pathogènes, les prédateurs ou contre le stress oxydant, comme les UV si la plante pousse en très haute altitude. Et la sécrétion de ces composés est régulée par différents mécanismes, et notamment par de la glycosylation. Alors, la glycosylation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de venir greffer un ou plusieurs sucres sur la molécule de polyphénol. Alors, quel est l'intérêt pour la plante de faire ça ? Bien, en réalité, les polyphénols glycosylés sont plus solubles dans l'eau, plus hydrosolubles, et donc plus facilement transportables d'un compartiment intracellulaire à un autre. Et il n'y a pas que cette différence de solubilité, ces polyphénols glycosylés sont aussi beaucoup moins réactifs, beaucoup moins antioxydants que leur version aglycone, donc sans sucre. Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal. Pourquoi, dans ce cas-là, glycosyler les polyphénols pour les plantes ? Eh bien, tout simplement pour éviter de s'auto-pénaliser avec la grande réactivité de ces molécules au quotidien. Et le but pour les plantes est de se constituer des réserves de composés qu'elles peuvent déglycosyler, donc activer au moment opportun lorsqu'elles sont soumises à un stress. Et in vivo, c'est la même chose qui se passe, puisque lorsque nous ingérons des polyphénols qu'on trouve dans les fruits, les légumes et les différents végétaux, ils sont majoritairement sous forme glycosylée, donc entre guillemets inactive. Et sous cette forme glycosylée, ils sont très peu absorbés, très peu actifs tels quels, et en réalité, c'est le microbiote qui va venir métaboliser et activer ces substances. Et la glycosylation, enfin la déglycosylation, n'est qu'un des exemples des réactions de métabolisation qui sont réalisées par le microbiote et uniquement par le microbiote. Il y a également des réactions d'hydrolyse, de réduction, décarboxylation, clivage de squelettes carbonés, etc. Et donc, une fois que ces polyphénols sont métabolisés,
on obtient des métabolites actifs, et ce sont ces substances qui vont être absorbées par l'organisme et qui vont exercer leur action antioxydante dans tous les organes. J'aimerais commencer par vous présenter les résultats d'une méta-analyse toute récente qui est parue en juillet 2025 et qui fait la synthèse de 13 essais cliniques randomisés avec une population totale de près de 670 personnes. Des sujets adultes en surpoids ou obèses, donc avec un terrain plutôt inflammatoire et un microbiote plutôt en dysbiose. Ce que cette méta-analyse révèle, c'est que globalement, les polyphénols, quels qu'ils soient, puisque là, la méta-analyse s'est intéressée à différents types de polyphénols, des études qui avaient étudié l'effet d'une supplémentation en différents types de polyphénols, différentes familles. Mais de manière globale, on observe que la supplémentation en polyphénols améliore la fonction barrière intestinale en réduisant les LPS circulants et en augmentant significativement les AGCC, donc les acides gras à chaîne courte, butyrate, propionate, etc. Cette méta-analyse a également révélé de très beaux résultats sur l'augmentation de l'activité antioxydante et la protection vis-à-vis du stress oxydant chez les individus supplémentés. Mais volontairement, je ne m'attarde pas sur cette partie-là aujourd'hui, puisque je pars du principe que c'est l'action des polyphénols qui est plutôt connue par tout le monde, et donc je vais plutôt me concentrer sur l'interaction polyphénol-microbiote. Et je vous propose d'examiner ensemble différents exemples de métabolisation de polyphénols par le microbiote. Et je commence par l'exemple qui, à mon sens, est le plus caractérisé, c'est celui des élagitanins et de leur transformation en urolytine. Alors, les élagitanins sont des assez grosses molécules, vous voyez des exemples ici. Vous voyez ici l'exemple de la punicalagine, qui est l'élagitanin majoritaire de la grenade. La structure des élagitanins est toujours la même, avec un noyau de sucre et différents groupements greffés dessus. Ces grosses molécules ne sont pas absorbées telles quelles. Elles sont hydrolysées au cours de la digestion. Elles libèrent notamment de l'acide élagique, et c'est cet acide élagique qui va être métabolisé par le microbiote intestinal en une famille de molécules qu'on appelle les urolytines. Alors, il y a toute une cascade de réactions qui aboutit paradoxalement non pas à l'urolytine A, mais à l'urolytine B, mais en réalité, l'urolytine qui est la plus étudiée aujourd'hui, c'est l'urolytine A. Alors, l'urolytine A, son effet bénéfique a été étudié dans différents domaines. Il y a globalement des effets sur l'ensemble des organes du corps, mais principalement en longévité. C'est un principe actif qui est très étudié pour son action bénéfique sur la santé mitochondriale. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux pour faire cette conversion de l'acide élagique en urolytine. Globalement, on distingue 3 métabotypes. Un métabotype A qui sécrète uniquement de l'urolytine A, un métabotype B qui sécrète de l'isourolytine A et de l'urolytine B, et un métabotype 0 qui ne sécrète aucune urolytine. Et il y a globalement 10% de la population totale qui ne sécrète aucune urolytine, qui est en métabotype 0. On a des proportions de métabotypes A et B qui varient en fonction de l'âge, avec une prévalence du métabotype A chez les jeunes et à peu près, à partir de 40 ans, une bascule vers le métabotype B à peu près en proportion égale. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on supplémente les personnes en élagitanin pendant une durée suffisamment longue, il est possible de convertir des métabotypes 0 en métabotype A. C'est ce que l'on voit avec les résultats de cette étude, où des patients ont été supplémentés en élagitanin pendant 8 semaines, et on voit qu'on a une belle croissance au cours du temps du nombre de patients sécréteurs d'urolytine. Donc vous voyez ici en orange les patients supplémentés en élagitanin et en bleu les patients supplémentés avec un placebo. Donc on voit une belle différence entre les deux groupes. Néanmoins, on observe une grande différence en concentration sérique d'urolytine entre les personnes qui étaient déjà sécrétrices d'urolytine A au début de l'étude et celles qui le sont devenues sur le tard. C'est ce que l'on voit ici avec les grands écart-types que vous voyez sur ce graphe qui est en échelle logarithmique. D'où l'intérêt d'inclure une supplémentation en polyphénol dans son quotidien pour être plutôt sécréteur.
Alors, on observe un peu la même chose avec le resveratrol. Le resveratrol est métabolisé en 3 composés, soit en dihydroresveratrol, donc on voit ici la perte de la double liaison, soit en dihydroxytranstilbène, où là c'est une perte du groupement hydroxyle, soit en lunularine, là on a la perte à la fois de la double liaison et du groupement hydroxyle. Et il y a 3 métabotypes qui ont été identifiés pour le resveratrol. Un métabotype producteur uniquement de dihydroresveratrol, un métabotype producteur de lunularine exclusivement, et un métabotype producteur mixte. Et ces métabotypes sont très peu caractérisés dans les études cliniques qui s'intéressent aux bénéfices, aux bienfaits pour la santé du resveratrol. Et il est supputé que ces métabotypes pourraient être l'explication de la variabilité qu'on observe dans les effets sur la santé du resveratrol, sur l'activité antioxydante et cardioprotectrice notamment. L'hespéridine est un autre polyphénol bien connu de la famille des flavanones. C'est notamment un des principes actifs du médicament Daflon. Là aussi, c'est une molécule glycosylée avec 2 groupements sucre et un noyau à glycone que l'on appelle l'hespéritine. Et vous voyez ici les résultats d'une étude pharmacocinétique chez l'humain randomisée, où les sujets ont reçu une dose unique d'hespéridine. Et ce que l'on voit ici, ce sont les métabolites sanguins de l'hespéridine. Et on voit que là aussi, les écarts-types sont énormes entre les individus, ce qui suggère là encore une grande variabilité dans les métabotypes. Toujours avec l'hespéridine, vous voyez ici les résultats d'une étude, cette fois-ci chez l'animal, sur un modèle murin de colite induite par du DSS. Donc on va induire de l'inflammation au niveau intestinal artificiellement. C'est un modèle très classique. Sur ces coupes histologiques de la muqueuse intestinale, vous voyez ici à gauche le témoin négatif, le contrôle sain. Au centre, le témoin positif qui a uniquement reçu le DSS. Et à droite, les souris qui ont reçu du DSS plus de l'hespéridine, le tout pendant 7 jours. Ce que l'on voit, c'est que chez les individus sains, on a une belle muqueuse intestinale avec de belles villosités. Sur le témoin positif, on ne voit quasiment plus les villosités intestinales, mais dans le groupe DSS plus hespéridine, on a une conservation en grande partie de ces villosités. On observe globalement les mêmes résultats sur tous les paramètres biologiques qui ont été mesurés dans cette étude. On voit la même chose sur la sévérité des lésions, avec ici donc en vert le groupe DSS plus hespéridine, avec des lésions bien moindres que dans le témoin positif. On a une baisse de l'inflammation colique, une baisse des marqueurs de ferroptose, une augmentation par contre de l'activité antioxydante mesurée sur la SED, superoxyde dismutase, une diminution de la peroxydation lipidique et globalement une restauration du microbiote intestinal avec une augmentation des indices de diversité du microbiote et notamment une augmentation des espèces sécrétrices d'acides gras à chaîne courte. On observe également la même chose sur les polyphénols de raisin, donc les oligoproanthocyanidines. Vous voyez ici le résultat d'un essai clinique pilote sur 19 adultes sains qui ont reçu pendant 4 semaines 163 mg par jour de polyphénol. Et on observe, au bout de 4 semaines, une augmentation significative de la diversité du microbiote fécal avec l'indice de Shannon, et notamment une belle augmentation des Akkermansia. Du côté des anthocyanes, on observe également des résultats très intéressants. Vous avez ici le résultat d'une revue systématique qui a examiné 27 études in vivo chez l'animal, qui ont étudié des anthocyanes de différentes sources végétales. Ce que conclut cette revue systématique, c'est que donc, les anthocyanes sont elles aussi des molécules glycosylées qui sont déglycosylées par le microbiote. On a une augmentation des bifidobactéries et des lactobacilles, une augmentation des acides gras à chaîne courte, une diminution de la flore pathogène et globalement une belle amélioration de la qualité de la barrière intestinale avec une augmentation des cellules gobelets et une augmentation à la fois de la longueur et de la hauteur des villosités intestinales. Donc, si on résume tout ce qu'on vient de voir, la consommation régulière de polyphénol
contribue à créer une niche écologique qui va permettre l'implantation et le développement d'espèces et de souches capables de convertir ces polyphénols en métabolites actifs. Ces métabolites actifs vont pouvoir être absorbés par l'organisme et exercer leur action antioxydante et plurimodulatrice dans tout l'organisme, mais ils vont aussi être actifs au niveau intestinal, où ils vont aussi avoir une action antioxydante et antimicrobienne, qui est leur fonction de base dans les plantes. Et tout cela va contribuer à réduire l'inflammation au niveau intestinal et à renforcer l'implantation des souches sécrétrices de métabolites actifs. Donc, globalement, cela enclenche un cercle vertueux. Alors, comment bénéficier de ce cercle vertueux? Est-ce que le fait de manger chaque jour des fruits et légumes suffit? Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Quels sont les avantages et les inconvénients? On va examiner ça ensemble. Et pour introduire cette partie, je voudrais revenir sur une notion très importante en nutraceutique, mais qui est souvent méconnue, c'est la notion d'extrait standardisé. Il faut savoir qu'il existe différents types de préparation de plantes. Tout en bas de la pyramide, on a les poudres simples. Donc une poudre simple, c'est par exemple, on prend des feuilles d'une plante, on les sèche, on les broie, ça fait une poudre. Ça ne coûte pas très cher, mais le problème, c'est que souvent, ça contient très peu de principes actifs et surtout des quantités de principes actifs qui peuvent être très variables d'un lot à l'autre en fonction de la pluviométrie, de l'ensoleillement, du lieu de récolte, etc. Donc, pour faire mieux, on peut réaliser ce qu'on appelle une opération d'extraction. Donc, une opération d'extraction, qu'est-ce que c'est? On va prendre un solvant, ça peut être de l'eau, de l'alcool alimentaire. Si on prend de l'eau, par exemple, on va extraire de la plante les molécules qui vont avoir une affinité pour l'eau, donc les molécules hydrophiles, qui vont passer dans l'eau. Et ensuite, il suffit d'évaporer l'eau et on récupère ces molécules de manière concentrée. Donc, on sait qu'on a mis au départ N kilos de matière végétale, par exemple 5 kilos, et qu'on a récupéré à la fin 1 kilo d'extrait. Donc, ça nous fait un extrait 5 pour 1. Mais si on s'arrête là, on ne sait toujours pas combien on a de principes actifs dans notre extrait. Donc pour le savoir, il faut passer sur le Nec plus ultra, c'est-à-dire les extraits standardisés, où là, l'extracteur va vérifier par des analyses sur chaque lot la teneur en principes actifs et garantir une teneur minimale en principes actifs constante sur chaque lot. C'est la seule manière de travailler de manière reproductible avec des effets constants et une efficacité constante. Donc nous, on travaille au laboratoire quasi exclusivement avec des extraits standardisés. Et alors bien sûr, entre les poudres simples qui coûtent quelques euros du kilo et les extraits standardisés, il y a un gap. Les extraits standardisés, ça peut monter jusqu'à 20 000 euros du kilo. Donc ce n'est pas du tout la même matière première, pas du tout les mêmes ingrédients actifs, mais c'est le prix de la qualité. Au laboratoire Nutrixéal, nous allons au-delà de cette standardisation. Nous nous sommes équipés il y a quelques années d'instruments de pointe dans notre laboratoire d'analyse, et notamment d'une ultra HPLC couplée à un spectromètre de masse à haute résolution. Et cet instrument nous permet de faire ce qu'on appelle des analyses métabolomiques sur nos extraits végétaux, où en fait on va venir caractériser finement toutes les substances que l'on y retrouve. Donc on va d'une part vérifier la teneur en principe actif annoncée par l'extracteur, mais on va même aller au-delà. Par exemple, si l'extracteur nous garantit 25% de flavonoïdes au pluriel, donc c'est une famille de molécules, on n'a souvent pas le détail, mais avec notre instrument, on va aller regarder ce détail et on va aussi aller examiner la fraction non standardisée de manière à cartographier l'ensemble des composés présents. Et grâce à la haute résolution, nous pouvons même faire ce qu'on appelle du non ciblé, de l'exploratoire, et faire de l'identification de composés inconnus. Alors, je vous propose d'examiner quelques exemples d'analyses métabolomiques qu'on a réalisées au laboratoire sur des extraits végétaux concentrés en polyphénol. Et tout d'abord, voici les résultats que nous avons obtenus sur notre extrait concentré de grenade, qui est certifié bio et nous vient d'Espagne. Alors, l'extracteur nous garantit sur cet extrait 30% de punicalagine. Donc ça, nous l'avons bien vérifié. Nous avons vu qu'il y avait les deux formes de punicalagine dans cet extrait, alpha et bêta. Mais nous avons observé que nous avions également d'autres élagitanins très intéressants, que vous voyez ici, et également d'autres composés, dont des polyphénols, qui sont représentés ici en gris. Donc une très belle diversité d'élagitanins, une forte concentration en polyphénol.
Cet extrait, pour vous donner un ordre d'idée, a un ratio d'extraction plante sèche sur extrait final de 15 à 20 pour 1, ce qui signifie qu'il faut entre 15 à 20 kg de plantes sèches, donc de grenades sèches, pour obtenir 1 kg d'extrait. Donc il faut encore plus de kilos de grenades fraîches, humides, pour obtenir 1 kg d'extrait. On a fait une petite étude au laboratoire pour comparer le profil de notre extrait concentré de grenade avec celui de jus de grenade qu'on est allé acheter en magasin bio. Alors on a comparé différentes marques. Elles avaient toutes à peu près le même profil. Donc ici, je vais juste présenter les résultats de un jus de grenade en comparaison avec notre extrait standardisé. Et juste pour que vous compreniez bien, notre extrait était tellement plus concentré en polyphénol que le jus de grenade que nous avons dû le diluer 20 fois plus dans notre analyse que pour les échantillons de jus de grenade. Mais même en faisant cette dilution, on voit très bien qu'on n'a pas du tout le même profil chromatographique entre les deux. Dans le cas de l'extrait standardisé, on voit de très jolis pics qui correspondent au punicalagine, donc aux élagitanins, on voit également de l'acide élagique et d'autres polyphénols, alors que dans le jus de grenade, on voit principalement des acides citriques, un tout petit peu de punicaline, et ici, on ne voit quasiment pas de punicalagine. Alors, comme notre instrument est très sensible, nous avons quand même réussi à détecter des petites traces de punicalagine, mais nous avons fait un petit calcul, et en réalité, pour obtenir la même teneur active en punicalagine, donc à savoir 250 mg, ce qu'on obtient avec 800 mg de notre extrait standardisé, donc 800 mg, ça rentre dans 2 gélules, pour avoir la même quantité de punicalagine, il faudrait boire plus de 1 litre de jus de grenade, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire tous les jours, surtout que dans 1 litre de jus de grenade, on trouve aussi 125 g de sucre. On a à peu près le même cas de figure avec les oligoproanthocyanidines de pépins de raisin. Donc ici, vous voyez le chromatogramme de notre extrait standardisé qui a une très belle concentration en OPC, plus de 95% d'OPC. On voit qu'on a là encore une belle diversité de polyphénols avec plus de 30 OPC différents détectés, mais pas que des OPC. On a vu qu'on avait également des catéchines, des épicatéchines, de l'acide gallique. Et donc là, cet extrait a quant à lui un ratio pépin sur extrait final qui va jusqu'à 170 pour 1. Donc il faut 170 kg de pépins pour obtenir 1 kg d'extrait. Et donc, si on veut faire la comparaison pour savoir combien de raisins il faut pour avoir les 450 mg d'extrait, donc la dose active qui rentre dans une gélule, eh bien, il faut 77 g de pépins, ce qui représente environ 2 kg de raisin. Donc là, je ne vous ai pas indiqué les chiffres du taux de sucre dans le raisin, mais on est vraiment dans le même cas de figure que pour la grenade. Dernier exemple, celui de notre extrait de myrtille bio sauvage qui nous vient de Scandinavie. Donc ici, on voit également que les anthocyanes sont toutes glycosylées, ce qui n'est pas surprenant. On a également une belle diversité. On voit que la molécule majoritaire, c'est celle-ci, la delphinidine 3-O-galactoside, qui représente presque 9% de l'extrait total. Et globalement, nous avons plus de 37% d'anthocyanes dans notre extrait, ce qui est une concentration très élevée en anthocyanes. Pour vous donner une idée, il faut 600 kg de myrtille fraîche pour obtenir 1 kg de cet extrait. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les polyphénols sont des prébiotiques qui contribuent à exercer une pression de sélection positive sur le microbiote et qui enclenchent un cercle vertueux qui va permettre de préserver et de restaurer la fonction barrière intestinale, en tout cas qui contribue à cela. Et pour bénéficier de ces bienfaits des polyphénols, la nutraceutique a toute sa place, surtout quand on utilise des extraits standardisés concentrés qui permettent d'obtenir des doses actives élevées quotidiennes, sans sucre, donc sans les inconvénients liés à la consommation importante de fruits notamment. Et ça, c'est particulièrement important, je pense que vous le savez tous, pour les personnes qui sont sensibles, qui ont un IBS ou un SIBO, par exemple. Donc vraiment, ça peut être une solution très, très complémentaire au fait d'avoir une alimentation diversifiée. Et donc, pour bénéficier de tous les bienfaits des polyphénols, nous avons développé au laboratoire la formule suivante, Protectéol Microbiote, qui est un complexe synergique avec différents types de polyphénols. Donc, on a essayé
de mettre dans ce produit une belle diversité de polyphénols avec des extraits, des représentants de différentes familles que vous voyez ici entourées. Mais nous avons volontairement exclu les familles qui étaient associées à des restrictions d'emploi importantes, comme par exemple les curcuminoïdes ou les isoflavones, parce que nous voulions vraiment formuler un produit qui convienne au maximum de personnes. Et donc, globalement, nous avons inclus dans ce produit tous les exemples d'extraits végétaux concentrés en polyphénol que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, on a notre extrait de pépins de raisin avec une forte standardisation en OPC, en oligoproanthocyanidine. Notre extrait de grenade standardisé en polyphénol et en punicalagine. Notre extrait de myrtille standardisé en anthocyane. Un extrait d'orange douce standardisé à 90% d'hespéridine. Et également du transresveratrol d'origine végétale. Donc je ne détaille pas plus ce produit, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à passer sur le stand Nutrixéal, où nous nous ferons un plaisir de vous renseigner un peu plus. Et je précise tout de même que là, aujourd'hui, on s'est concentré sur les polyphénols, mais bien sûr, les fibres restent aussi des ingrédients très importants et les deux sont tout à fait complémentaires. Il y a même des études qui se sont intéressées à l'association polyphénol plus fibres, qui ont comparé fibres d'un côté, polyphénol de l'autre et l'association. Et on voit des effets additifs. Par rapport à ça, nous avons d'ailleurs développé également une approche assez innovante que je n'ai pas le temps de développer ici, mais encore une fois, je vous invite à venir nous voir sur le stand. Avant de terminer cette présentation, j'aimerais remercier chaleureusement toute l'équipe Nutrixéal et en particulier les personnes dont vous voyez la photo ici, notamment donc Loïc Becker qui est à l'origine de tous les résultats analytiques d'analyse métabolomique que je vous ai présentés aujourd'hui, et le docteur Hanan Felous qui est médecin qui a beaucoup travaillé sur cette thématique de l'interaction polyphénol-microbiote et sur la formulation de protectéol microbiote. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous rendre visite au laboratoire à Mélan, nous ne sommes pas loin. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis je suis à vous, à votre écoute, si vous avez des questions. Oui ? Les jus de grenade ? Il y avait les deux. Ouais. Oui ? Alors, c'est principalement les peaux. Donc effectivement, ce n'est pas tout à fait la même matrice. Mais la peau, c'est une partie que l'on ne consomme pas habituellement. Mais souvent, les gens pensent, oui, mais moi, je bois du jus de grenade, donc j'ai déjà des élagitanins par ce jus de grenade. Donc, on trouvait quand même la comparaison intéressante. Et une petite précision dont je n'ai pas parlé ici, c'est que quand on fait des opérations d'extraction où on concentre autant les principes actifs, il faut être très vigilant parce qu'au passage, on peut aussi concentrer des contaminants environnementaux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant au laboratoire. On fait énormément de contrôles là-dessus. Donc, pour tout ce qui est contaminant, on s'appuie sur des laboratoires externes accrédités qui font ça très bien et en qui on a toute confiance. Et concrètement, tous les mois, on refuse des lots qui ne passent pas ces critères qualité. Et nos analyses métabolomiques nous conduisent également à refuser des lots dans lesquels on détecte tout simplement des fraudes. On a détecté, par exemple, une fraude sur un extrait de cannelle qui était dopé au thé vert pour augmenter artificiellement la quantité de polyphénol. C'est le type de fraude sur lequel on tombe régulièrement parce que quand on parle d'extrait standardisé, on parle de matière à forte valeur ajoutée et du coup, l'incitation à la fraude est elle aussi très grande. Oui, ça va. Question ? Ouais. On y va. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce symposium et je vous souhaite un très bon congrès. Merci.